Bonjour, je m'appelle Emma Cruzy, j'ai 40 ans, je suis née à Genève, d'origine italienne, suisse, française et probablement encore d'autres particularités que je ne connais pas. J'ai 2 filles, j'ai travaillé 17 ans dans le design de chaussures de luxe que je faisais produire en Italie et depuis 2020, je me consacre essentiellement à dire aussi tout haut ce que les gens peut-être pensent tout bas ou ne s'autorisent pas à penser sur plusieurs thèmes qui se rejoignent tous. Waouh! Une fois qu'on commence à lever le voile et qu'on commence à comprendre qu'on sait faire, qu'on est capable et que probablement les expériences qu'on a eues ne se sont pas déroulées comme on a pensé qu'elles se sont déroulées, eh bien, on est obligé de partager ces connaissances-là. Un exemple tout bête qu'on comprend bien dans l'ingénierie sociale, c'est un mécanisme qui veut qu'on crée un problème et puis ensuite on va résoudre le problème qui a été créé. Donc quand j'ai compris que ma première expérience d'accouchement en 2013 de ma première fille, en fait, n'avait été qu'une suite d'effets en cascade, moi j'appelle ça l'effet toboggan, induit par des protocoles standardisés à toutes les femmes. Moi, je n'ai pas échappé malheureusement à ça alors que j'avais une grossesse à bas risque. Eh bien, je me suis rendu compte que non seulement j'avais été victime d'un système, mais surtout que j'étais capable. Et je suis restée 8 ans en me disant que mon corps n'avait pas su faire et que finalement, heureusement que j'avais été à l'hôpital, sinon je serais morte et mon bébé avec. Et quand j'ai commencé à étudier la physiologie de la naissance, je me suis dit waouh, c'est incroyable, je ne connais pas une seule femme qui parle de son accouchement comme étant une initiation qu'elle a vécue en puissance, en ayant aimé son accouchement. Et de fait, on vit dans une société qui continue de véhiculer qu'accoucher c'est dangereux et qu'en plus on sauve les mères et les bébés depuis qu'on médicalise les naissances. Donc j'ai vraiment eu besoin de faire ce livre parce que j'ai pas ma langue dans ma poche et surtout que j'aurais voulu l'avoir quand j'ai préparé ma deuxième expérience d'enfanter. Alors moi, je suis donc en Suisse, les démarches ne sont pas pareilles que dans d'autres pays. En Suisse, c'est très facile. Quand on a envie d'accoucher à la maison, il faut remplir un certain nombre de critères, mais c'est assez facile. C'est-à-dire d'être déjà dans une grossesse à bas risque. Ça veut dire que pas de diabète gestationnel ou d'hypertension, ce genre de pathologie-là. Évidemment, quand on connaît la physiologie de la naissance, on sait qu'il ne faut pas perturber la femme qui est en travail. Donc il ne faut pas commencer à lui parler, il ne faut pas activer son néocortex. Et ça, je l'explique dans mon livre et puis aussi dans une préparation à la naissance qui vient de sortir. Donc, quand on connaît tout le processus involontaire qui est le fait d'enfanter, eh bien, on se rend compte que quand on est dans une structure hospitalière, eh bien, forcément, on ne peut pas être dans la physiologie. C'est très difficile pour une femme d'accoucher en physiologie parce que déjà, tout le décor va à l'encontre de ses besoins. En fait, une femme qui accouche, on doit préserver son espace et on doit surtout laisser faire son cerveau archaïque. Donc, ne pas lui parler, ne pas lui poser des questions, être dans l'obscurité, caché si possible. Ça, c'est sûr qu'on pense aujourd'hui, en 2022, qu'on a évolué, mais notre cerveau, lui, il est resté dans la jungle. Donc, quand j'ai compris que toute la physiologie reposait sur un fil qui peut très facilement être perturbé, eh bien je me suis dit que, vu que ma grossesse était à bas risque, le meilleur endroit pour que je puisse enfanter en sécurité, c'était chez moi. Parce qu'au moins, j'avais ma sage-femme avec moi, mon conjoint avec moi, dans une piscine. Donc déjà, j'ai pu accoucher dans l'eau, c'est une péridurale naturelle extraordinaire, mais surtout dans mon intimité, donc pas observée, pas sollicitée, et dans tout ce qui est de plus physiologique. Évidemment, le bon sens veut qu'on aille à l'hôpital. Alors c'est sûr que la première chose à laquelle je me suis intéressée quand j'ai décidé d'accoucher à la maison, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a une urgence? Parce que forcément, toute personne qui a du bon sens va se demander ce qui se passe en cas d'urgence. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux code rouge, la grosse urgence médicale pendant un accouchement, ça veut dire césarienne d'urgence, en 20 minutes, il faut que le bébé soit né.
Moi, j'habite à 20 minutes d'un système d'urgence. Donc, il est clair que la sage-femme qui était là avec moi, à ce moment-là, qui avait elle aussi travaillé en maternité, elle savait très bien déjà que s'il y avait un transfert d'urgence, ça ne se décide pas d'une minute à l'autre. Quand on accouche à la maison, on sait repérer ce qui peut causer des soucis. Surtout la progression du travail qui est un grand classique du fait que voilà, on décide d'aller dans une structure hospitalière si on décide au départ d'accoucher chez soi. Donc moi, j'étais rassurée par rapport à ça, puisque en cas d'urgence, forcément, on prend la voiture ou on fait venir une ambulance et puis on y va. Mais le mythe qui veut que d'un instant à l'autre, ça vire à la catastrophe, quand on est dans la physiologie, ça n'existe pas. Il faut évidemment avoir des professionnels, ce qui était mon cas, qui sont formés à la physiologie et qui ne sont pas là pour nous transmettre sur les épaules leurs propres angoisses, mais des gens qui savent comment ça se passe. Il est évident que ce n'est pas le but de dire aux gens « accouchez chez vous par tous les moyens ». Il faut comprendre ce qu'on fait et savoir toujours qu'on peut avoir un enfantement qui va se passer différemment de ce qu'on a prévu. Donc c'est ça aussi, accoucher en physiologie et en pleine conscience, c'est de se dire, il y a des choses qui vont peut-être m'échapper, qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin? Donc moi j'ai tendance à conseiller quand même d'être en 20 à 25 minutes dans une structure hospitalière si besoin. Ouh là là, il y en a plus de 300 pages et déjà j'ai dû un peu réunir parce que sinon je me retrouvais à faire une bible et je pense qu'il y aura d'autres exemplaires qui vont continuer. On a les grosses fausses croyances. Une des plus grosses, c'est le fait de devoir se mettre dans un lit pour accoucher sur le dos. Ça vient de Louis XIV, ça vient de médecins comme Morisot qui ont influencé sur la façon dont les femmes ont enfanté. Et ces fausses croyances qui veulent que, par exemple, on doit se mettre sur le dos pour accoucher avec toute l'équipe là, eh bien ça fait que ça crée beaucoup de problèmes dans l'enfantement puisqu'on est à l'envers de la gravité. Donc le bébé, déjà, on va abîmer sa progression parce qu'on va le mettre dans un sens qui est complètement à l'envers de la nature. Ça, c'est déjà une grosse fausse croyance, c'est qu'on a besoin d'un lit pour accoucher. Déjà, la première chose qu'on devrait enlever d'une salle d'accouchement, c'est le lit si on veut préserver la physiologie. Il y a plein d'autres fausses croyances, par exemple le cordon. Alors il y a beaucoup de personnes qui se disent « oulala, le cordon autour du cou c'est très dangereux, c'est très grave ». Or le bébé, lui, il est oxygéné par la voie ombilicale quand il est dans le ventre de sa mère. Donc le fait d'avoir un cordon autour du cou, c'est pas grave du tout. On a toujours tendance à penser à l'image du pendu forcément parce qu'on a ces ancrages. Or le cordon, ce qu'il faut savoir, c'est que les artères qui sont dedans, eh bien, elles sont protégées par une gelée qu'on appelle la gelée de Wharton. C'est un petit peu comme du calamar. Si vous essayez de faire un nœud avec un calamar, il va falloir tirer très fort, voire impossible pour qu'on puisse abîmer la circulation qui est dedans. Donc toutes ces fausses croyances là, moi je les décris dans le livre et puis il y en a beaucoup. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à force d'avoir traficoté les accouchements et les naissances, parce que forcément maintenant on est dans la gestion active du travail, c'est tout un système qui est là depuis les années 70, les années 70, eh bien les femmes ont considéré à tort qu'elles étaient dépendantes, qu'elles ne savaient pas faire. Donc on commence à faire une action médicale et puis du coup on devient dépendante de tout le reste. Et puis les hommes, eh bien, on les a flanqués dans les salles de naissance sans leur expliquer ce qu'était la physiologie parce que probablement on ne le savait même pas trop, il n'y en a pas beaucoup non plus qui sont formés à ça. Et donc du coup on les a rendus impuissants. Alors déjà, la souffrance, c'est psychologique. Quand on est en souffrance, c'est qu'on a un blocage sur l'aspect psychologique. Quand on est dans l'aspect physiologique, c'est qu'on a mal. Et la douleur qu'on ressent pendant l'accouchement, c'est une douleur qui annonce une bonne nouvelle. C'est le seul moment dans notre vie où notre corps nous fait mal, alors qu'il n'y a pas de lésion, ni de maladie, ni de problème. Et ça, pareil, on est complètement programmé, et c'est normal, à se dire « Ouh là là, j'ai mal, il y a forcément un problème ». Et ça a été le cas pendant mon premier accouchement, comme je n'avais aucune idée de ce qu'était la physiologie, eh bien, mes contractions se sont transformées en contractures, et je suis partie en souffrance, parce que j'étais plus du tout dans le contrôle, dans la maîtrise, parce que je ne savais pas qu'en fait, l'enjeu quand on accouche, c'est de laisser faire, et d'accepter ça, d'ouvrir, et c'est quelque chose de très subtil et d'extraordinaire. Donc quand on est dans cette dynamique-là et qu'on comprend déjà, qu'on se déprogramme et qu'on apprend
comment le corps fonctionne, eh bien, on laisse faire. À partir de ce moment-là, il y a un phénomène qui s'enclenche quand on est, on va dire grosso modo, même si j'aime pas trop donner des repères en centimètres, mais on est plus ou moins vers 5 cm de dilatation, on a la moitié du travail. Là, les contractions changent, prennent une intensité supérieure et là, les endorphines arrivent. Les endorphines, ce sont des analgésiques naturels, très puissants. Et ça, on ne peut pas les avoir si on commence à traficoter avec des molécules synthétiques ou si, par exemple, on met la femme sur le dos dans un lit. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas être libre de ses mouvements. Donc déjà, la clé numéro 1, c'est d'être libre de ses mouvements parce qu'on va mettre le ventre dans le vide, donc pas le ventre par-dessus la colonne, mais le ventre dessous. Et quand la femme a le ventre dans le vide et qu'elle peut bouger, s'exprimer et faire des sons, elle va les faire de toute façon totalement naturellement. Il n'y a pas besoin de faire des cours de préparation à chanter, hein. Chacun peut le faire, mais les sons vont sortir tout seuls. Et avec les vibrations de ces sons, avec ces endorphines, et alors si elle a la chance de pouvoir aller dans une piscine, c'est encore mieux, parce que l'eau va clairement faire une péridurale naturelle. Et donc, il y a un phénomène hormonal qui veut que la femme, elle déconnecte complètement de la réalité et elle ne va absolument pas, après son accouchement, dire « Ouh là là, c'était l'horreur ». Au contraire, les femmes qui accouchent en physiologie, elles vont dire « Je recommence demain ». Oui, en fait, il y a énormément de témoignages qui sont puissants et complètement différents à la fois. Ce qui me touche le plus, évidemment, mais ça, on est tous pareils, c'est quand les accouchements se passent mal parce que la puissance de la femme a été muselée et surtout quand on l'a activer le levier de la peur. Et on le voit que ce levier de la peur, il prend possession déjà des familles pendant la grossesse. Je me souviens d'une jeune femme qui allait faire un examen avant son terme. C'était 4 jours avant sa date prévue d'accouchement. Et elle va à l'hôpital, elle fait son monitoring, elle fait une échographie, tout va bien. Et une fois que les examens sont terminés, on lui dit « Très bien madame, on déclenche ce soir ». Et la femme dit au médecin, écoutez, pourquoi vous les déclenchez? Tout va bien, et puis mon terme, c'est dans 4 jours. Ah oui, madame, alors faites comme vous voulez, mais sachez qu'à partir de maintenant, il y a un risque de mort fœtale. Alors évidemment, cette jeune maman qui était une primipare, donc c'était son premier bébé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle, elle a préparé son sac, puis elle est retournée pour un déclenchement. Et déjà, à partir de là, on lui a enlevé la possibilité d'aller vivre cet enfantement à travers sa force à elle, mais surtout, on a enlevé à son bébé son premier choix dans la vie. Et déclencher un bébé, ça veut dire enlever le premier choix qu'on a dans notre vie. Et il y a des gens qui ne comprennent pas quand ils sont adultes pourquoi ils n'arrivent toujours pas à faire des projets, à concrétiser des envies, parce que, en fait, ils ont encore ce vieux fantôme qui reste. Alors évidemment, l'accouchement a été une boucherie sans nom, parce que le col de la femme n'était pas prêt, le bébé n'était pas prêt, et on a forcé avec de l'ocytocine de synthèse. Donc évidemment, ça a fini en catastrophe. Et puis maintenant, elle témoigne des violences obstétricales qu'elle a vécues. Mais en fait, pour moi, ce sont des témoignages qui me touchent beaucoup, parce qu'on ne parle pas que de la mère, on parle du bébé aussi, parce que lui aussi, c'est sa première expérience sur Terre, c'est quand il va arriver. Donc vraiment, j'ai espoir qu'on commence enfin à se réapproprier cette naissance, autant pour soi que autant pour sa propre naissance à soi-même. Puissance, lâcher prise et divin. Merci.